Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Alors nous voilà pour un live qui va venir en fait clôturer une semaine qui pour moi a été super chargée. Puisque je ne sais pas si c'était tous donné le mot, mais Garmin a annoncé deux nouveaux compteurs vélo, les Edge 530, 830, pas moins de 5 nouvelles montres GPS. Donc là, vous avez vu, j'en ai eu 3 en exclusivité avant le lancement, donc on reparlera de ça. Il y a Apex qui a annoncé une nouvelle montre. Alors c'est une nouvelle version de la Coros, une nouvelle version de la Coros Apex. Il y a Polar qui a annoncé une nouvelle Vantage V Titan. Et puis il y a eu deux mises à jour, une chez Polar et une chez Suunto. Donc tout ça fait que, alors ça s'est étalé sur un tout petit peu plus qu'une semaine, mais ça a été super chargé. J'ai essayé de tenir le coup sur le blog. Il y a une annonce que pour l'instant j'ai encore pas couverte, c'est le compteur vélo Wahoo Roam. Là, il faut que j'étudie. Je suis un petit peu moins calé en compteur vélo que en montre GPS. Donc, pour arriver à bien cerner les petites différences qui pourraient me faire préférer ce compteur Wahoo plutôt que Garmin, j'ai besoin d'un petit peu plus de temps puisque j'ai encore testé aucun compteur Wahoo, alors que j'ai déjà testé les compteurs Garmin. Donc là, pour moi, ce sera un petit peu plus long. Mais voilà, on va dans ce live répondre à toutes vos questions, même si on l'a déjà pas mal fait sur la page Facebook, dans les commentaires, sur le blog, et les commentaires des vidéos de prise en main des Forerunner 45 et 245 musique. Bon, alors la première question classique, quelle est la meilleure Garmin dans les nouveautés? Alors là, c'est en fait c'est ce à quoi je réponds toujours par une question. C'est quoi ton usage? C'est quoi que tu veux faire avec? La meilleure Garmin, ben c'est sûr, hein, pour l'instant, c'est quoique même la meilleure Garmin pour l'instant, j'hésiterais entre la Fenix 5X Plus et la Forerunner 945. Et en fait, ben bizarrement, maintenant, je pense que c'est plus la Fenix la meilleure Garmin absolue, de manière absolue. Je pense que c'est vraiment la Forerunner 945. La Forerunner 945, elle est au-dessus de la marque. Les marques, elles coûtent super cher. Elles ont un peu plus de fonctionnalités que les Fenix 5 Plus, un peu moins que la 945. Et en fait, c'est juste le hardware qui coûte super cher. La 945, elle est au-dessus de toutes les Fenix 5 Plus. Et donc là, il y a deux personnes qui m'ont demandé si Garmin ne se tirait pas une balle dans le pied en sortant une 945 avec plus de fonctionnalités et moins cher que les Fenix 5 Plus. Et ce à quoi je réponds deux choses, c'est Garmin pour l'instant ils sont seuls au monde sur les montres avec cartographie, donc ils sortent ce qu'ils veulent, et surtout au prix qu'ils veulent. Ça c'est pour tous les gens qui pensent que la 945 est trop chère. Là actuellement, Garmin ils n'ont pas de concurrence sur la cartographie, donc ils sortent les montres au prix auquel ils veulent. Et ensuite, penser qu'ils se tirent une balle dans le pied, c'est une analyse à l'instant T de aujourd'hui. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que ça augure et ça confirme la sortie d'une Fenix 6 pendant l'été. Parce que, effectivement, pour l'instant, si on regarde aujourd'hui, la Forerunner 945 est meilleure que même la Fenix 5 X Plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que rapidement, là actuellement, Garmin a une gamme complètement homogène sur la Forerunner 45, 245, 645, 945. Et il y a un petit décrochement avec la Fenix 5 Plus qui est un petit peu en dessous. Voilà, je pense qu'il faut en déduire ce qu'il y a à en déduire. C'est que la Fenix 6, tous les gens qui annoncent une Fenix 6 pour 2020 parce que la Fenix 5 Plus est sortie pendant l'été 2018, donc il n'y en aura pas en 2019. Eh ben si, voilà, c'est mon analyse. Mon analyse, c'est que là, la 945, elle est montée à un tel point tellement haut que il faut s'attendre à une Fenix 6 qui va faire une gamme Garmin complètement homogène. Alors j'ai vu passer un commentaire. Casio a la cartographie. Alors oui Régis, mais quand tu lis deux tests, un test de la Casio ProTrek WSD F30 et un test d'une Fenix 5 Plus ou même de la 5X, tu verras que ça n'a absolument rien à voir. Casio, il n'y a pas de carte préchargée. Il faut les télécharger. On est limité à des zones de 40 km de diamètre, donc 5 zones de 40 km de diamètre. Alors que Garmin, on a la cartographie de toute l'Europe. Je veux dire, je pars en vacances, je prends ma Fenix 5. Voilà.
En ce moment, je teste la Tactics Charlie. Donc je pars en vacances, j'étais à Chamonix il y a une semaine, j'ai pris ma Tactics Charlie, j'ai les cartes de Chamonix, je suis chez moi, il n'y a pas de problème, je pars en déplacement professionnel, n'importe où en France, j'ai déjà les cartes. Donc il y a déjà ça en termes de facilité d'utilisation. Et puis ensuite, ça n'a rien à voir, mais alors absolument rien à voir, dès qu'on attaque les outils de navigation. Là, c'est simple, sur Casio, il n'y a quasiment rien. On peut juste pointer un point et avoir un trait à vol d'oiseau. Il n'y a rien, il n'y a pas d'itinéraire, il n'y a pas de suivi d'itinéraire, il n'y a pas de calcul d'itinéraire en direct, alors qu'on a tout ça chez les Phoenix, sur les Phoenix. Donc pour moi, pour l'instant, sur la cartographie, c'est quasiment comme si Garmin était seul au monde, quoi. Ensuite, on a vu sur les... Alors Pierre qui dit Tesla 45. Oui, alors ça c'est un truc que j'en avais parlé dans l'article, dans un article sur au moment où il y avait toutes les rumeurs là, qui sortaient. Et en fait là où Garmin a bien joué, c'est en sortant la marque avant les Phoenix et les Forerunner 945. Parce qu'en fait, je pense que ça leur a permis de faire des premiers tests sur des puces GPS Sony sur des gens qui, selon moi, ne sont pas des sportifs hyper exigeants. Concrètement, le sportif exigeant qui cherche à faire du Ironman ou plus, il va s'acheter une Forerunner 945, éventuellement une Phoenix 5. Il ne va pas aller chercher une marque à 1500 €. Donc je pense que la marque, c'était en fait une occasion de faire des bêta-testeurs. Alors certes, il y a des gens qui disent oui, mais sur des montres chères, Garmin ne peut pas se permettre de pas être au top. Ben, moi, je pense que c'est le contraire. Je pense que et je pense que Garmin connaît bien ces segments. Ils ont plein de montres qui sont destinées à plein de segments de clientèle différentes. Et je pense qu'ils connaissent bien leurs segments. Et le fait qu'ils les aient justement séparés avec des montres différentes, ça leur permet d'avoir des actions différentes avec les uns qu'avec les autres. Et là, justement, c'est l'occasion pour eux de tester la nouvelle puce Sony sur la marque, sur des clients qui cherchent une montre GPS, mais plus une belle montre avec laquelle ils feront des activités qu'une montre réellement pour chercher des performances. Mais cela dit, ça leur fait après, eux, des retours de données, et ça leur permet de sortir une mise à jour, de faire une mise à jour sur leur firmware de puce GPS. Avant même la sortie de la Forerunner 945. Donc effectivement, là, Garmin a sûrement bien joué le coup. Et là où Suunto et Polar ont pêché un peu sur la précision GPS au début, qui a été corrigée, hein, voilà, Suunto, il a fallu attendre, j'aurais pu dire combien de temps, mais il a fallu attendre une première mise à jour, donc il a fallu attendre quelques mois pour que la précision de la Suunto 9 soit correcte. Là, il se passe exactement la même chose sur les Vantage. Polar a sorti cette semaine, où il y a une semaine, une mise à jour qui améliore le GPS fixe et la précision GPS. Donc voilà, c'est la marche normale. Dès lors qu'on intègre un nouveau composant électronique, en fait, le nouveau composant, c'est du hardware, mais derrière, il y a tout le processing des données brutes du GPS. Le GPS donne pas une vitesse, ou une allure. Le GPS donne pas un dénivelé. Donc derrière, il y a du logiciel qui traite toutes les données brutes du GPS, qui va gérer tous les écarts, toutes les erreurs, tous les trucs qui sont aberrants. Et ça demande à être peaufiné avec le temps. La première montre sur laquelle c'était hyper visible, c'était la Phoenix 3. La Phoenix 3 normale, pas HR, où la précision était catastrophique pendant les 6 premiers mois et est devenue correcte au bout de 6 mois. Frédéric, Vantage Titan, alors c'est justement celle que j'ai au poignet là, donc vous allez pouvoir en voir un gros plan. Pour l'instant, je crois que j'ai publié des photos sur Instagram. Alors, les choses qui la différencient visuellement, comme ça, quand on la porte au poignet, il n'y a pas grand chose qui la différencie d'une Vantage noire normale, si ce n'est, voilà, on voit à travers les petits trous ici le rouge, parce qu'en fait on a un intérieur silicone rouge, avec là un revêtement, et si j'arrive à faire la mise au point, attendez, je teste.
Voilà, bon, vous le devinez, en fait, ça fait un effet de nylon tressé. Là, c'est bluffant, hein. Franchement, la première fois que je l'ai eu dans les mains, je me suis demandé si c'était du nylon tressé avec un revêtement en silicone. En fait, non, c'est du silicone complet, sauf qu'au lieu d'avoir la Vantage normale a une texture avec un genre de petits picots. Là, sur la Vantage Titan, ça fait un aspect nylon tressé, quoi. Ensuite, on a la marque ici Titan sur le côté, donc juste au-dessus du petit trou du baromètre, il y a écrit Titan. Et puis au niveau du poids, c'est 9 grammes. Donc 9 grammes, c'est quand même c'est conséquent, hein. Ça fait à peu près 15% du poids de la montre, parce que c'est pas juste la lunette qui passe en titane, étant donné que la Vantage, c'est un boîtier en métal, c'est pas un boîtier en résine comme sur les Phoenix par exemple. Donc là, forcément, quand on passe tout le boîtier en titane, on gagne pas que 2 ou 3 grammes, quoi. Alors Pierre qui pose des questions sur la Vantage et en fait la chute en termes de fonctionnalité au passage de la V800 à la Vantage. Et là, je pense que c'est exactement, enfin c'est simple, hein, c'est exactement la même situation que Suunto l'été 2016. Suunto a fait table rase du passé des Ambit pour passer au Spartan. Et en fait, c'est vraiment faire table rase. Ils sont repartis de zéro, l'interface est complètement nouvelle, tout bon nombre de composants des montres sont nouveaux, il faut gérer l'écran, tactile, couleur, de forme, beaucoup de choses qui changent donc sur l'interface. Des choses qui ont changé, pour Suunto il y avait en plus le changement d'appli, bref, beaucoup de choses qui changent et ce qu'il faut voir c'est que c'est des marques qui ont une grosse emprise finlandaise. Donc c'est pas des marques qui ont des Noria de développeurs en Chine, c'est pas des marques qui produisent en Chine. Là vraiment, quand j'ai visité l'entreprise Suunto, les Spartans sont montés à la main par des Finlandais. Donc on imagine derrière le coût de production d'une montre. Alors la seule exception, c'est la Spartan Trainer qui elle est assemblée en Chine. Donc c'est aussi un des leviers qui permettent de baisser le prix de la Spartan Trainer par rapport à la Spartan Sport Vristacher. Mais voilà, donc je pense que ils n'ont pas des armées de développeurs. Après, est-ce qu'ils ont sous-estimé le travail? Est-ce qu'ils ont sous-estimé l'impact comment le public recevrait ces nouveautés? Moi, je pense que l'amélioration du look est quand même largement meilleure, largement intéressante, aussi bien pour Suunto par rapport aux Ambit 3 que pour Polar. J'ai un peu toujours trouvé les Polar vraiment mastoc, les M430. Je trouvais même ça choquant de voir des femmes avec des M430, elles sont énormes, quoi. Alors que là, les Vantage, c'est quand même largement plus joli, quoi. Après, voilà. Après, pour Suunto et Polar, je sais pas comment ils ont fait leur priorité dans l'augmentation des fonctionnalités. Suunto, eux, ils avaient fait le choix de faire un sondage et ils apportaient les nouvelles fonctionnalités en fonction des réponses au sondage. Là, Polar, il n'y a pas eu de sondage, donc je ne sais pas pourquoi les segments Strava Live sont repoussés à décembre 2019. Ce qui fera donc un an après la sortie plus d'un an après la sortie de la montre. Après, faut pas oublier non plus que par rapport enfin, on a tous nos ressentis, la montre qu'on aime bien. Il y a des fois des gens comme ça, hein, je leur dis telle montre, je préférerais telle montre que celle-là, et il y a des gens qui me disent ah mais je comprends pas pourquoi tu mentionnes même pas cette montre-là. En fait ça c'est des gens qui ont de l'affect. Ils ont leur montre qu'ils trouvent géniale et qui leur rendent fier service depuis 5 ans, ils la trouvent super, mais voilà, moi je suis capable de démontrer en faisant un comparatif des fonctionnalités que il n'y a pas photo, quoi. Donc je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc il faut pas oublier que ces marques,
elles ont un retour des chiffres, quoi. C'est comme Facebook, Polar, peut savoir exactement quel est le pourcentage des gens qui ont une V800 qui utilisent les segments Strava. Et si ça se trouve, c'est 0,5%, et donc ils ont classé ça derrière la précision GPS. Et ensuite, on peut mettre ça aussi en regard avec la compétition avec Garmin, parce que clairement, Polar et Suunto n'arriveront jamais à rattraper Garmin sur une liste de fonctionnalités présentes dans la montre. Donc ça sert à rien qu'ils fassent la course, qu'ils attendent la sortie de la Fenix 6. Ah, il y a ça de nouveau sur la Fenix 6, on va essayer de faire ça, faire pareil. Non, il faut qu'ils arrivent à se démarquer. Alors se démarquer soit en ciblant une niche différente, la montagne, le triathlon, l'ultra ou autre, soit en apportant une fonctionnalité qui tue. Typiquement, c'est le Fuse Track de Suunto, c'est la puissance en course à pied au poignet sans capteur de Polar. Voilà, il faut qu'ils arrivent à se distinguer sur quelques petits trucs. Et là, clairement, je pense que Polar a dû se dire que la précision GPS de Garmin, elle est quand même pas géniale. Et donc, c'était peut-être un moyen de se distinguer. C'est d'arriver à sortir des montres au GPS super précis. Et les segments Strava Live, c'est pas ça qui fera que quelqu'un achètera une Vantage V. La Suunto 9 a tué la Spartan. En fait, la Suunto 9 a remplacé la Spartan Ultra, la Spartan Baro. Voilà, c'est la nouvelle Spartan. Et je pense que c'est pas plus mal parce que j'adore la Spartan Baro et vraiment, c'est une montre au look que j'adore. Et le seul critère qui peut-être ne m'aurait pas fait choisir la Spartan Baro si j'avais dû l'acheter et acheter une montre GPS, c'est peut-être son autonomie. Parce que non pas que je cours des ultras super longs, mais simplement j'aime pas recharger ma montre voilà, si j'arrive à recharger ma montre toutes les semaines, c'est vraiment génial. Tous les 4 jours, je trouve ça acceptable, moins, et c'est le cas de la Galaxy Watch Active, là vous le verrez dans mon test, je vous le dirai. Je trouve qu'il n'y a pas assez de batterie, et pour moi, c'est à classer plutôt dans les montres connectées, à destination d'un public qui est prêt à recharger sa montre tous les jours. Mais clairement, c'est pas l'usage que j'ai, moi, d'une montre de sport connectée. Ah, alors Dimitri dément, dit que Polar a fait un sondage. Ok, j'ai dû le zapper. Il a reçu un email après avoir acheté sa Vantage pour prioriser l'ordre des mises à jour. Alors Julien qui a reçu une Garmin Tactics. Alors voilà, je vais partir. Là, ça va être un test vraiment très spécial. Je vous en dis pas de trop. J'ai fait un teaser sur Instagram il y a quelques semaines. Là. Ça va être un test, alors pas particulier pour moi, mais ça va être particulier pour vous. Je vais me concentrer vraiment sur les fonctionnalités tactiques, militaires, terrain, etc. Voilà, je vous réserve une petite surprise. Ça sera pas un test sur les fonctionnalités de sport, parce que ça, il suffira de prendre une Fenix 5X et c'est exactement la même chose. Donc je vous renverrai vers la Fenix 5X. Mais je vais vraiment vous faire quelque chose sur le côté tactique. Fabien qui demande ce qui pousserait à passer d'une Forerunner 935 à une 945. Alors, soit si tu veux que ta montre triathlon, parce que tu as acheté une 935 pour faire du triathlon ou autre, soit si tu veux qu'elle ait de la carto ou de la musique, ce qui généralement, quand on est à ce niveau-là, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Concrètement, voilà, quand on cherche à grappiller quelques minutes sur un Ironman, je pense pas que la carto ou le lecteur de musique, ça soit ce qu'on recherche pour améliorer ses entraînements. Il y a un côté prise en compte de la chaleur et de l'altitude dans les calculs des métriques. Ça, il faut que je le teste un peu, il faut que je l'éprouve. Je pense que c'est du epsilon, c'est pareil, ça sera pas énorme comme changement. Pour moi, la grosse différence, c'est à précision GPS égale, c'est l'autonomie. 40 heures d'autonomie au lieu de, ça doit être 24 pour la 935 de mémoire. Voilà, ça veut dire que tu les rechargeras. Alors,
pas forcément 2 fois moins souvent, parce que si tu utilises le Bluetooth pour les fonctions connectées dans la vie de tous les jours, ça va continuer de pomper autant. Mais voilà, tu rechargeras ta montre tous les 10 jours au lieu de toutes les semaines, quoi, en fonction de ta quantité d'entraînement. Et ça, c'est quelque chose qui est super appréciable. Franchement, c'est quelque chose que réellement j'ai testé lors des tests des Coros. La Coros Pace, j'ai tenu 20 heures avec 20 jours sur une recharge. J'ai fait tout le test de la. Donc souvent, je mets un mois à faire un test d'une montre. Là, la Coros Pace, j'ai fait 2 recharges pour un mois de test. Sur la première charge, elle a tenu 20 jours alors que j'avais fait 20 heures d'enregistrement GPS. En natation, en vélo, en course à pied. Et natation, je dis pas piscine, hein, je dis bien enregistrement GPS. 20 heures d'enregistrement GPS, elle a tenu 20 jours. Ça, il n'y a aucune montre l'année dernière qui était capable de tenir un truc comme ça. Voilà, la 945. Alors là, voilà, Pierre, 945, qui dit qu'avec la Carto, elle vire outdoor. C'est tout à fait. J'ai dû le mettre en conclusion de mon article de présentation là, lorsqu'elle est sortie. La 945, pour moi maintenant, c'est pas seulement la reine du triathlon, c'est la reine du trail aussi. Grosse autonomie, Carto, Altibaro, tout ce qu'il faut. Là actuellement pour du trail, où j'avais tendance à conseiller par exemple la Spartan Baro pour sa précision GPS, etc. Et bien là, si je confirme que la 945 a une bonne précision GPS, et ben la 945 va devenir la reine du trail. Alors Jérôme qui veut une montre pour faire 6 jours sans recharge. Alors ça c'est pas possible. Enfin c'est pas possible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu seras obligé de recharger, mais j'imagine que sur 6 jours, tu vas quand même faire des pauses. Cela dit, sur une distance aussi longue, tu vas peut-être avoir un deuxième problème que tu vas découvrir, c'est la taille, la capacité de la mémoire. Parce qu'en fait, bon, une montre, il y a plein de montres maintenant qu'on peut recharger en course, quasiment toutes les Garmin maintenant peuvent être rechargées en course. Les Vantage, les Suunto 9, les Spartan. Mais au bout d'un moment, on arrive à avoir un problème d'enregistrement, de capacité de la mémoire. C'est-à-dire que, mettons, je recharge ma montre tous les jours, elle a une autonomie de 24 heures d'enregistrement GPS et je la recharge tous les jours. Le fichier d'enregistrement GPS, si jamais je la laisse brancher comme ça pendant un an, vous imaginez bien que le fichier GPX, il va devenir tellement gros qu'en fait, quand j'arrêterai l'activité et qu'il faudra l'enregistrer sur la montre, eh ben, ça dépassera la capacité de la mémoire. Donc pour ça, il y a Garmin et Suunto qui ont une fréquence d'enregistrement qui peut être décorrélée de la fréquence de relevé des GPS. Donc chez Garmin, c'est le mode intelligent, donc le mode smart. Smart en anglais, intelligent en français. Et là, il relève une position GPS toutes les secondes, mais il n'enregistre que de façon aléatoire entre 1 et 8 secondes. Donc en ligne droite, il va enregistrer un point toutes les 8 secondes, et puis sur les virages, il enregistrera un point toutes les secondes. Suunto, eux, on peut régler la précision GPS, donc là on peut régler la précision GPS sur un point toutes les secondes, et ensuite on règle la fréquence d'enregistrement, et là il y a soit toutes les secondes, soit toutes les 10 secondes. Donc ça veut dire que tu peux partir courir 6 jours, la montre n'enregistrera à l'affichage, tu auras la même précision toutes les secondes. Par contre, en enregistrement dans la mémoire de la montre, elle n'enregistrera qu'un point toutes les 10 secondes, ce qui économise de la capacité de mémoire. Donc là, il faut faire attention à ça sur les très très longs fichiers. Alors, Frédéric qui me demande, il y a plein de Frédéric, qui demande si la Fenix 6 sera au prix de la 945. Je pense qu'elle sera même plus. Alors, on va y venir. Là, c'est un truc que j'ai encore pas abordé. C'est une exclue. C'est un truc que j'ai encore pas abordé dans mon article sur les rumeurs, parce que pour l'instant, il n'y a pas de rumeurs sur la Fenix 6. Mais moi, je serais pas surpris qu'il y ait 6 Fenix 6. Pourquoi? Parce que si Garmin sort
3 Phoenix 6, une Phoenix 6, une 6S et une 6X, avec la cartographie, enfin avec tout ce qui est sur la 945, et en plus des nouvelles fonctionnalités, là on va aller taper dans les prix qui sont super élevés. Et du coup, Garmin va se priver de pas mal de gens qui auraient bien aimé une Phoenix 6, mais à un prix un peu moins cher. Et donc moi je verrais bien 3 Phoenix 6 sans carto, sans lecteur de musique, et 3 Phoenix 6 avec carto, avec lecteur de musique. Alors on verra si j'ai raison, mais ça fait 6 Phoenix 6. Voilà, tout simplement parce que ça va leur permettre comme ça de sortir une Phoenix 6 sans carto, qui sera peut-être moins chère que la 945, ou à peu près au même prix que la 945. C'est-à-dire que moins cher parce qu'elle n'a pas le lecteur de musique et pas la carto, mais finalement au même prix parce que le hardware est plus cher, parce qu'elle est en métal, etc. Donc voilà, je verrais bien 3 Phoenix 6 sans cartographie, sans musique, à peu près au prix de la 945. Et ensuite, 3 Phoenix 6 avec carto, avec musique, avec Garmin Pay, avec tout ça, qui sera au-dessus et plus cher que la Forerunner 945. Donc là, ça fait un gros boom. Dites-moi ce que vous en pensez. On va faire un sondage. Allez, vous mettez un cœur si vous pensez que j'ai raison, et un petit bonhomme. Ouais, je pense que sinon, non, vous allez vous mélanger, ça va devenir illisible. Mettez-moi un commentaire là. Je prends les réactions à chaud. Est-ce que vous y aviez pensé? Et pourquoi pas même encore une Phoenix 6 avec du tactile? J'en sais rien. Mais voilà, moi je dirais 6 Phoenix 6, voilà, exactement comme dit Franck. Ça va être une phrase à répéter pour voir si on arrive à faire de la bonne diction. 6 Phoenix 6. Je ne sais pas si vous y aviez déjà pensé. Un petit cœur si vous le découvrez, si c'est la première fois que je vous le dis. La première fois que ça vous vient à l'esprit, que vous vous dites « Ah merde, oh ouais !» Mais du coup, enfin, franchement, ça serait, pour nous, enfin pour nous, utilisateurs, acheteurs, même si j'achèterais pas de Phoenix 6, puisque, a priori, je devrais quand même en avoir une gratuite en test. Mais c'est une bonne chose. C'est une chose qui permettra à des gens de se payer une Phoenix 6. Ben voilà, je cherche pas à faire. Enfin, franchement, là, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la carto parce que ça devient de plus en plus disponible. Il y a un article là-dessus sur le blog sur toutes les montres qui ont la cartographie. Donc là, je vous brosse toutes les Garmin, toutes les Casio, plus les autres qui peuvent avoir la carto via la liaison avec un smartphone. Donc ça permet, donc il y a plein de gens qui s'y intéressent de plus en plus, mais finalement, est-ce que tout le monde a besoin de se payer une montre 200 € plus cher juste pour la carto? Moi, pendant de nombreuses années, et je pense que vous aussi, pendant de nombreuses années, vous avez juste utilisé le suivi d'itinéraire. Ça par contre, moi maintenant, je ne pourrais plus me passer d'une montre avec un suivi d'itinéraire. Je n'achèterai jamais, si je devais acheter une montre, j'achèterais une montre, et ça serait un de mes critères. Suivi d'itinéraire, en plus de la batterie, comme on a vu tout à l'heure. Suivi d'itinéraire, parce que voilà, je trouve ça génial pendant les vacances, je trouve ça super utile. Vacances au lac de Caume, vacances à Chamonix, vacances partout, j'utilise à chaque fois le suivi d'itinéraire. Donc ça, je prendrais une montre avec un suivi d'itinéraire. Par contre, la cartographie, j'en aurais pas forcément besoin, moi, et si c'était mon argent que je devais dépenser, j'achèterais pas du tout. Donc du coup, c'est une chance en fait, si Garmin m'écoute et sort 6 Phoenix 6, ça permettra à des gens de s'acheter une montre voilà, entre 500 et 600 €, qui sera une super Garmin parce qu'elle sera bourrée de fonctionnalités, mais une Phoenix 6 sans carto, sans lecteur de musique, et puis une autre qui sera, je sais pas, 800, 850, 9, qui sera la Phoenix 6 au top niveau fonctionnalité, au top niveau tout, quoi. Voilà, et là Jérôme, il voit exactement la même chose que moi, c'est de toucher un grand nombre de sportifs, et en fait c'est ce que Garmin a toujours fait. Garmin a toujours ultra segmenté ses montres, son marché, alors que parfois c'était le même hardware et il y avait juste un bridage logiciel. Ça veut dire que le logiciel avec toutes les fonctionnalités existe, et ils ont juste
payer des développeurs pour supprimer une partie de ce logiciel, pour faire un logiciel moins puissant, pour arriver à vendre une montre moins puissante. Et en fait, là, c'est une des forces de Garmin, c'est que comme ils sont en avance, ils sortent une montre, ils la sortent plus chère que tous les autres. Ensuite, lorsqu'il commence à y avoir un peu de concurrence et que leur montre vieillit, et ben là, ils baissent le prix, il y a une nouvelle qui arrive, et finalement, l'ancienne montre, eh ben, elle est toujours meilleure que les autres concurrents, et donc les autres concurrents, ben, ils ne peuvent pas sortir une montre super chère, parce qu'il y aura toujours la Garmin qui a que 1 an et demi d'ancienneté, qui est meilleure. Et, là, voilà, ça a été le cas des Fenix 5 au Black Friday, vendus à 350 €. Ben voilà, à partir du moment où le prix de la Fenix 5 c'est 350 €, ben, c'est difficile pour Polar, Garmin, Coros ou n'importe qui d'autre qui veut rentrer sur le marché de sortir une montre à plus de 350 € parce que le package de fonctionnalités de la Fenix 5 il est déjà tellement énorme que les concurrents ils auront du mal à s'aligner sur ce package de fonctionnalités et donc ben, ils sont obligés de s'aligner sur un prix inférieur, quoi. Après, c'est mon analyse, ma vision du marché, hein, mais là-dessus, après, il y a toutes les questions de look, les goûts et les couleurs qui s'expliquent pas, qui font qu'on adore le look de la Spartan, on adore le look de la Fenix 5, ou bien on adore le look de la Vantage. Bon. Ouais, alors là, John, c'est un bon truc, ça, je me demande quand ça va arriver. C'est une Fenix 6 avec des options d'achat via téléchargement. C'est-à-dire qu'on achète une montre avec un firmware de base, et puis ensuite on paye, alors soit on paye un abonnement, soit on paye pour débloquer un package, enfin un peu comme il y a dans les jeux vidéo, quoi. On paye pour débloquer un package avec 2 widgets en plus, 3 champs de données, une métrique first bit, et voilà, et ce package-là, il coûte 75 € en plus, et puis on se le fait offrir pour Noël. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut exister. Alors, je pense que là, pour le coup, ça serait assez complexe, c'est complètement nouveau. Bon, on verra. On verra. Là, déjà, maintenant, vous savez qu'il y a déjà les versions gratuites et payantes dans les applications sur Connect IQ. Et vraiment, maintenant, il y a de plus en plus d'applications qui sont payantes, qui ont juste une version d'essai gratuite. C'est notamment, maintenant, j'ai découvert ça, ma watch face que j'adorais, qui s'appelle Grunge 2, eh ben, elle était gratuite avant. Maintenant, elle est devenue avec on a un affichage je sais pas, toutes les 2 minutes, il écrit trial en travers de la watch face et il faut payer, je ne sais plus combien, 1,90 $ je crois, pour débloquer ça et avoir la watch face, juste la belle watch face tout le temps, 24 heures sur 24, quoi. Alors qu'avant, je vous le dis, avant c'était une watch face gratuite, quoi. Voilà, c'est une possibilité d'acheter une montre de base et puis de rajouter des add-ons, exactement comme ça se fait sur les jeux vidéo, quoi. Lorsqu'il y a de la carto... Ah ça y est, je comprends. Alors j'ai dû lire 2 fois la question. En gros, Yann veut savoir si lorsqu'une montre est équipée de carto, est-ce qu'on peut faire du suivi d'itinéraire sans carto? Alors, je ne l'ai jamais fait, mais je pense que c'est possible. Parce que chez Garmin, on peut charger plusieurs cartes. Là, actuellement, sur ma Tactix Charlie, j'ai 3 jeux de cartes. Et en fait, selon les profils, je peux décider d'activer l'un ou l'autre. Mais effectivement, je pense que si je les désactive tous, je vais me retrouver avec un écran blanc et le suivi d'itinéraire normal. Donc sur Garmin, je pense que c'est possible. Même si, comme je te dis, je ne l'ai jamais essayé, mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Enfin, je vois pas pourquoi il afficherait une carte si je désactive les 3 cartes que j'ai. Là, je pense qu'il y aura un fond blanc, quoi, et puis le tracé d'itinéraire dessus. Ensuite, est-ce que ça pompe de la batterie? Alors oui, ça pompe un petit peu plus de batterie. Alors j'ai jamais essayé de le quantifier parce que en fait, quand ça pompe un petit peu de batterie, en fait, il faudrait vraiment arriver à ce que je fasse un ultra ou vraiment un long trail parce que finalement, si je cours 1 heure, il peut des fois y avoir un tout petit delta, là c'est 8%, là c'est 9%, et après ensuite quand je multiplie pour avoir la capacité, pour arriver à la capacité de la batterie à 100%, en fait je multiplierai et je pense que la base d'erreur de la mesure, même si elle est petite, si je multiplie après par 10 pour extrapoler ça
à l'ensemble de la batterie, je pense qu'il y aurait beaucoup de marge d'erreur et je pourrais dire des bêtises. Donc c'est pour ça que je ne l'ai jamais fait. Et après, parce qu'il faut savoir que je ne peux pas non plus faire des tests juste en laissant les montres posées sur le rebord d'une fenêtre et puis dire voilà, je regarde jusqu'à ce qu'elles s'éteignent. Parce que là aussi, quand les montres ne bougent pas, il y en a certaines qui passent des fonctionnalités en veille, genre les Suunto 9, elles éteignent l'écran lorsqu'elles ne bougent pas et qu'elles sont en veille. Donc du coup, ça y est, le test de batterie, il est foiré. Donc on ne peut pas non plus faire des tests comme ça posés sur le rebord d'une fenêtre. Donc il faudrait que j'arrive à courir, vider la moitié de la batterie pour voir la différence et vraiment arriver à mesurer la différence. Donc là. Alors, il y a je sais pas qui est-ce qui me dit merci. Alex qui dit merci pour tout le taf que tu fais. Merci. Là, franchement, je vous avoue que ça a été une semaine de dingue un peu sur tous les plans. Parce que l'annonce de toutes les nouveautés. Et là, je me rends compte qu'en fait, on commence à parler plus de la Phoenix 6 que toutes les montres qui sont sorties cette semaine. Donc, c'est super. Hein. Je pense que du coup, ça veut dire que les articles que j'ai sortis, les vidéos que j'ai sorties, elles ont répondu à toutes vos questions, plus tous les commentaires auxquels j'ai répondu, parce que j'essaie de tout le temps répondre. Et en fait, c'est pour ça que ça a été super chargé, c'est que ça a été super chargé pour moi pour écrire les articles, faire les vidéos, faire les tests, parce que mine de rien, je les ai testés, les Forerunner 45 et Forerunner 245 musique. Mais en retour, j'ai reçu encore plus de remerciements que d'habitude et encore plus de questions. Donc ouais, ça a été une semaine bien chargée. En plus, je suis en train de gérer mon déménagement. Là, certains l'ont vu sur Instagram. J'ai récupéré les clés de ma maison à Douai. Donc s'il y a des gens du Nord, je passerai vous faire un coucou. Voilà, donc bon, je continue. J'essaye de faire toujours les choses bien. Allez, je reprends une question. Julien, l'oxymètre sur la 245. Alors, il faut savoir qu'il y a... c'est le même capteur que Garmin utilise sur toutes ses montres, mais il y a deux utilisations possibles de l'oxymètre. Il y a une utilisation qui est de mettre en regard l'oxygénation sanguine avec l'altitude du point où vous vous trouvez. L'objectif de ça, c'est de mesurer votre acclimatation à l'altitude. C'est quelque chose que j'ai testé. Là-dessus, j'ai fait le forcing avec Garmin l'an dernier sur l'UTMB. J'ai fait le forcing pour avoir une Phoenix 5X Plus, qui était la seule montre à l'époque seule montre Garmin dotée d'un oxymètre de pouls. Et donc je l'ai testé sur qu'est-ce que ça me donne comme mesure chez moi, qu'est-ce que ça me donne comme mesure à Chamonix qui est à 1000 mètres, qu'est-ce que ça me donne comme mesure, je suis monté jusqu'à 2000 mètres. Donc là c'est fiable, mais ça demande d'être immobile. Et donc il y a deux possibilités de faire des mesures, il y a soit on le déclenche manuellement, soit on active une lecture automatique dans la journée. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en lecture automatique, il arrive quasiment à prendre aucune mesure. En fait, j'avais plusieurs points la nuit, parce que je pense que la nuit, il y a des moments où on est calme et où il arrive à faire une bonne mesure. Mais sinon, en journée, il n'y avait quasiment aucun point. Donc en fait, quand on voit le rendu de l'écran de l'image du marketing de Garmin où il y a une barre toutes les heures qui fait une belle courbe avec le graphique de l'altitude qui est joli. Bon, ça, j'ai jamais réussi à l'avoir, quoi. Moi, j'avais une barre, après un gros trou, une autre barre, un gros blanc. Donc en fait, pour que ça marche vraiment, il faut être immobile, genre au resto, hop, discrètement, je déclenchais une mesure manuelle de l'oxygénation sanguine. Sinon, donc sorti de ça, c'était complètement cohérent. C'est-à-dire que quand je montais, mon oxygénation descendait. Quand je suis revenu chez moi, mon oxygénation remontait. Là-dessus, ça a été super bien. Ensuite, il y a la deuxième utilisation de l'oxygénation sanguine qui est une mesure pendant le sommeil pour essayer de détecter des apnées du sommeil. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel travaille Fitbit depuis 2 ans. Ils l'ont annoncé depuis 2 ans et ils l'ont toujours pas sorti. Là, Garmin a été les premiers à les sortir, mais si vous lisez mon test de la Phoenix 5X Plus, en fait, c'est pas satisfaisant. Ils ont sorti l'oxygénation sanguine, puis rien de plus en fait. Donc ça mesure l'oxygénation sanguine pendant le sommeil, mais il n'y a jamais de niveau d'alerte. Il n'y a jamais un truc qui vous dit oui, vous faites de l'apnée du sommeil ou non, vous faites pas de l'apnée du sommeil, dormez tranquille. Donc pour moi, ça sert à rien.
ça sert à rien. Tant que il n'y a pas... Enfin voilà, je le dis régulièrement dans les lives, dans les tests. Pour moi, sortir des chiffres, juste pour balancer des chiffres et plus de chiffres que la concurrence, ça sert à rien. Et ça, je le critique depuis les Running Dynamics, parce que bah, là, c'est pareil, le temps de contact au sol. Qui s'est déjà servi du temps de contact au sol mesuré par sa Garmin? Là, je peux attendre et laisser un petit blanc. Je pense que personne ne me répondra. Parce que savoir que mon temps de contact au sol, c'est 323 millisecondes, ça m'indique rien sur mon entraînement, sur ce que je devrais faire, ce que je devrais changer pour améliorer mon entraînement, mes performances, ma vitesse, etc. Vous voyez, si je sais qu'il faut les études biomécaniques montrent qu'il faut réduire mon temps de contact au sol pour augmenter ma vitesse. Mais maintenant, une fois que je sais que... Super, maintenant je sais que mon temps de contact au sol, c'est 323 millisecondes. Ben, qu'est-ce que je fais pendant mon entraînement? Qu'est-ce que je fais pendant mes courses? Ça ne sert à rien. Donc voilà, pour moi, c'est une métrique qui ne sert à rien. Là, en fait, on est un petit peu au même stade. L'oxymètre de pouls qui mesure mon oxygénation sanguine la nuit, pour l'instant, ça sert un peu à rien. Il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas de so what derrière, quoi. Qu'est-ce que j'en déduis? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je devrais aller voir un médecin, m'inquiéter ou pas? Bon. Donc en fait, Garmin l'empaquette dans un ensemble de... ça permet d'avoir un suivi du sommeil plus fiable, des choses comme ça. Ouais, alors Mathieu, il est dans l'innovation. Mais c'est l'innovation un peu du monde des bisounours, je sais pas. Il propose que Garmin réutilise le capteur de cardio de l'Apple Watch. Ouais, bon, je pense que Apple voudra pas lâcher son capteur cardio comme ça, ou alors il le fera payer super cher. Enfin, bon, je pense que c'est pas si simple. Je pense que peut-être Garmin a aussi beaucoup de gens qui travaillent là-dessus et donc ils sont peut-être persuadés que d'avoir acquis beaucoup d'expérience et de très bien connaître leur capteur cardio et qui fonctionne très bien. Bon, voilà, je pense qu'il peut y avoir plein de problématiques derrière ça. Enfin, voilà, il y a des boîtes qui construisent des composants, qui vendent à d'autres boîtes, et puis ensuite il y a des boîtes qui internalisent et qui font leur développement eux-mêmes. Bon, parce que typiquement, c'est les deux approches différentes de Suunto qui prennent un capteur Valencel et Polar, Garmin qui développent leur propre capteur. Mais voilà, mais à la base, Valencel, eux, ils produisent et ils vendent leurs capteurs. Valencel, ils n'ont jamais cherché à produire un capteur et à l'intégrer dans une montre Valencel. Ils ont créé un brassard cardio-optique, mais ils n'ont jamais créé de montre cardio GPS. Gaël me parle de la dernière mise à jour de la Phoenix 5 Plus. Alors, j'ai vu ça aujourd'hui et j'avoue que j'ai pas cherché. Donc, enfin, aujourd'hui ou hier, je sais plus quand est-ce que c'est arrivé. Et donc, j'avoue que j'ai encore pas cherché. Là, aujourd'hui, je tapais un autre article pour le blog qui sortira dans une dizaine de jours. Alors, au final, qui a prévu de changer de montre là? Qui a prévu, après les annonces des Forerunner 45, 45S, 245, 245 musique, 945, la nouvelle Coros Apex, la Polar Vantage V Titan. Allez, dites-moi qui, on va dire dans un horizon d'ici l'été, qui va changer de prix, qui va changer de montre là sur une de ces nouvelles nouveautés d'ici l'été? « 945 pour John, 245. Ouais, alors, moi je suis persuadé, allez-y, hein, continuez sur vos messages, je les lis. Moi je suis persuadé que la 245, ça va se vendre, mais comme des petits pains. Il faut savoir, ça c'est les chiffres que je tiens de chez Garmin. La 235, c'est la montre Garmin la plus vendue au monde. Alors on a l'impression que tout le monde une personne sur deux achète une Phoenix 5. Il y a un groupe, hein, j'ai un groupe que j'ai ouvert qui s'appelle Je ne suis pas un héros mais j'ai une Garmin. Si vous n'avez pas une Garmin, je l'ai décliné. Je ne suis pas un héros mais j'ai une Polar. Je ne suis pas un héros mais j'ai une Suunto. Je ne suis pas un héros mais j'ai je pense que j'ai dû faire Samsung, Apple et Amazfit.
Donc si jamais ça vous intéresse, parce que comme ça vous permet de discuter entre utilisateurs, et notamment pour des choses qui sont de réglage, des choses qui ont à voir avec quelque chose que vous cherchez dans l'appli, est-ce que c'est possible dans l'appli de faire ci, de faire ça. Moi, ça me permet de faire un petit peu moins de services après-vente, et puis vous, ça vous permet de discuter entre vous, et de profiter des petits trucs et astuces de tout le monde. Donc là, allez-y, vous regardez sur Facebook, je ne suis pas un héros, mais j'ai une, et vous tapez Garmin Polar Suunto, Samsung, Apple, Amazfit, je pense que ça doit être ça. Donc là-dessus, j'avais fait un sondage, et les deux montres les plus utilisées par les membres du groupe, ce sont les Fenix 5 et Forerunner 235. Mais voilà, mais officiellement, de la part de Garmin, les chiffres, c'est la Forerunner 235 dans le monde qui est la montre la plus vendue de Garmin. Voilà, Gaël fait partie du groupe, alors j'imagine que tu m'as parlé de Garmin, c'est ça? Donc tu dois faire partie du groupe Garmin, et qui est fan de ce groupe. Donc allez-y, n'hésitez pas, c'est sympa, je modère sans pitié tous les messages qui n'ont rien à voir, voilà, tout ce qui n'a rien à voir avec Garmin dans le groupe de Garmin, je supprime systématiquement, et du coup c'est un groupe qui est vraiment hyper focus, quoi. Voilà, première demande. Julien qui a demandé à rejoindre le groupe. Je ne suis pas un héros, mais j'ai une Polar. Super, Julien, t'as tout compris. Jacques, alors Jacques qui rebondit sur ce dont on parlait il y a une dizaine de minutes, qui dit que voilà, rien ne permet de s'améliorer quand on a une métrique ridicule. C'est relatif au temps de contact au sol. Voilà, une fois que je sais que j'ai un temps de contact au sol de 323 millisecondes, j'améliorerai rien sur mon prochain marathon, j'améliorerai rien sur mon prochain Ironman, j'améliorerai rien sur mon prochain 10 km. Et là, on revient sur ceux qui veulent changer les montres. Alors, j'ai vu passer quelques messages. Quelqu'un qui disait que la Forerunner 235 lui allait toujours très bien. Là, Franck, qui a une Phoenix 5X et qui pense attendre la Phoenix 10. Alors, on peut calculer, hein, si on est à Phoenix 6 en 2019, voilà, 2023. 2023, Franck revient sur le blog montrecardiogps.fr pour voir s'il va acheter une Phoenix 10 et puis surtout pour voir à quel prix il va l'acheter, quoi. Xav, alors Xav c'est intéressant. Xav il est prêt à revendre, enfin il se pose la question de revendre sa 645 pour acheter une 245. En fait ouais, hein, j'ai tout de suite, je crois, dès le premier jour où j'ai publié les... Alors, je sais plus si c'était des commentaires que j'ai eu sur la chaîne YouTube ou sur le blog, mais dès le premier jour de la sortie de mon article sur la 245, j'ai eu les commentaires directs, mais qu'est-ce qui reste à la 645? C'est quoi que la 645 a de plus par rapport à la 245? Parce qu'elle récupère tellement... Franchement, même moi, sur des espèces de... on essaye de deviner les fonctionnalités qu'aura la 245. La Garmin, mais ils ont été largement au-delà de tout ce que j'aurais imaginé. Ils ont transféré vraiment énormément de choses. Finalement, bon, la 645, il reste l'Altibaro, les segments Strava, voilà, et puis la fréquence de seuil. Mais c'est tout. Et du coup, ouais, hein, c'est la comparaison. Du coup, le prix de la 645 a bien baissé. Je crois, juste une semaine avant l'annonce de la 245. Ouais, forcément, hein, parce que la 245, pour moi, ça va être une tuerie et ça va de nouveau se vendre comme des petits pains. En plus, au niveau look, elle est plus sympa que la 235, qui avait un écran plat en bas, qui avait vraiment l'allure d'une montre sport en plastique. Là, la 245 est quand même plus jolie. Le tour noir là, qui entoure l'écran est très réduit. Maintenant, c'est vraiment un petit filet autour. Donc, du coup, on a l'impression que l'écran est super grand. Et en fait, non, l'écran, c'est juste un écran 240 par 240. C'est toujours pas un écran avec une super résolution, hein. Voilà, c'est l'écran de la Phoenix 5. Mais c'est pas l'écran de la Suunto 9 qui est à 320 par 300. Donc là, 240 par 240, on est en dessous. Mais voilà, simplement, le boîtier, il est tellement juste, on a l'impression qu'il a été fait... c'est comme un avion de chasse, quoi. Un avion de chasse, c'est un moteur, et puis on fait un fuselage autour, on fait une petite bosse pour que le pilote y rentre, et voilà. Et là, la 245, c'est un peu ça, quoi. On y met l'écran, et on fait le boîtier vraiment ric-rac autour. Donc voilà, je pense qu'elle a tout pour bien se vendre, quoi.
Voilà, et en plus, Xav continue, en plus la 245, elle a une meilleure autonomie que la 645, elle récupère toutes les métriques Fuzzbit, training load, etc. Donc ouais, la 245. Là maintenant, je vais me mettre à recommander encore plus souvent la 245, quoi. Alors, attendre la Phoenix 6 pour que les prix baissent. Oui, ça peut être une option. Alors, soit la Phoenix 6 sort largement plus cher que tout ce qui existe actuellement, et donc il n'est pas dit que les prix baissent beaucoup. Euh, soit la Phoenix 6 fait baisser un peu le prix de la Phoenix 5 Plus, un peu le prix de la Phoenix 5, c'est possible, hein. Et puis là, Phoenix 5, ça pourrait très bien être un carton au Black Friday de nouveau, parce elle était à 350 euros au Black Friday l'année dernière. Si la Phoenix 6 sort cet été, là, bah, de nouveau au Black Friday, on va trouver des Phoenix 5 à des prix, ça va être une tuerie, ça va être une boucherie, là. Allez, on fait un petit tour vélo. Donc Jacques qui me demandait si le temps de récupération était précis à vélo sur la 245. Alors j'ai pas la 245, je l'ai utilisée que en course à pied. Je l'ai eu pendant une petite semaine. En plus, j'ai pas pu aller à la piscine. J'ai pas fait de vélo. Donc bon, j'ai fait que de la course à pied, mais je vais la récupérer en. Merci Damien. Et à un de ces quatre. Je vais la récupérer pour un test qui sera un test complet. Ensuite, il y avait une autre question au vélo, oui. C'était de mémoire Jérôme qui voulait qu'on parle des Edge. Alors, si vous avez quelques questions sur les compteurs, Edge 530, Edge 830, là aussi Garmin, hein, Garmin prend la tête, sort de la carto sur un peu partout. Voilà. À côté de ça, Polar commence à avoir des compteurs qui sont vieillissants. Le M460, c'est le dernier qu'ils ont sorti. Il doit dater de fin 2017. C'est petit écran noir et blanc. Il n'y a que des champs de données. Ensuite, on a le 600, ça doit être le 650 qui a la cartographie et qui est encore plus vieux. Bon voilà, Garmin renouvelle sa gamme de compteurs, donc le 1030 tout en haut, 830, 530, ils ont tous la carto, et ensuite le 130 en bas de gamme avec sans carto. Et puis, donc, comme j'ai dit, on a quand même un petit peu abordé, j'ai dit le Wahoo Home. Il faut que j'étudie un petit peu plus les caractéristiques parce que j'ai pas encore testé de compteur Wahoo. Donc, voilà, moi, il faut simplement un petit peu plus de temps pour assimiler. Alors que quand je reçois une montre Garmin, je connais l'interface par cœur, je sais exactement où chercher quoi dans les menus, etc. Je repère assez rapidement les nouveautés. Là, sur les compteurs Wahoo, ça me demande un peu plus de travail, donc j'ai encore pas relayé l'annonce de la sortie du Wahoo Home. Mais bon, sachez que ça existe. Si jamais vous cherchiez, parce que je sais que les compteurs Wahoo sont quand même très appréciés dans le milieu du vélo. Et puis voilà. Merci à tous ceux qui me disent merci, bravo, merci, excellent. Vraiment, ça me touche. Comme j'ai dit, c'est largement plus que ce que j'imaginais au départ quand j'ai lancé le blog. Ça a pris des proportions assez dingues. Mais pour l'instant, j'arrive encore à gérer tout ça. Julien, pas de problème pour la Tactix. J'ai la Tactix Red. Garmin a bien voulu me prêter. Je pensais qu'il me prêterait une Tactix Charlie. Et en fait, quand j'ai eu la boîte, j'ai dit mais c'est la boîte de la Red, mais dedans, oui, c'est bien la Red dedans aussi. Donc, ouais, excellente montre. Enfin, vraiment belle montre. Donc je vous referai tout ça et vous verrez dans la vidéo. En fait, j'avais fait une vidéo de déballage et j'avais même pas vu qu'il y avait un énorme coin du RAID dedans. En fait, je croyais que c'était le manuel qui était dedans, donc j'ai dans un petit carton, je l'ai mis de côté. Et puis c'est seulement une fois arrivé, chez moi, que j'ai tout ressorti pour chercher, je sais plus quoi, chercher le câble, je crois, que j'ai découvert. Ah mais c'est pas, ah il y a un énorme coin du RAID en argent comme ça. Voilà. Le format live, ouais voilà, bon, le format live, c'est pas forcément prégrammé, hein. Je dis pas que j'en fais un tous les mois, je dis pas à quelle heure je le lance. Bon, vous êtes là, vous n'êtes pas là, si vous n'êtes pas là, vous le revoyez en replay. Mais c'est quelque chose qui est sympa, c'est super bien l'interactivité comme ça. Tout comme quand je rencontre des gens, là mercredi, il y a quelqu'un qui m'a reconnu
On courait derrière chez soi. Moi, je courais derrière chez moi, lui courait derrière chez lui. Mais en fait, on courait au même endroit, quoi. Donc voilà, on s'est arrêté, on a discuté un moment, forcément de montre. Je crois qu'il m'a reconnu parce que j'avais 4 montres au poignet et de loin, il a pas dû me reconnaître. Ensuite, quand il est passé à mon niveau, il a dû se dire, et juste après, il a dû se dire, ah ouais, mais il a 4 montres, ouais. Et donc il m'a interpellé de loin. Puis bon, on s'est retrouvés, on a discuté un moment, c'était sympa.